Bien. Eh ben, je vais vous présenter donc les résultats de cette mission Insight et plus exactement en fait les résultats de l'expérience SACE, dont je suis l'investigateur principal. Donc, je me présente, donc, je suis Philippe Lognonnet, je suis professeur à l'université Paris-Cité, puis je travaille à l'Institut de physique du Globe. Alors, évidemment, ce que je vais vous présenter, c'est un travail collectif de toute l'équipe scientifique, dont fait partie Pierre, dont fait partie Naomi aussi, et avec évidemment beaucoup d'autres collaborateurs et co-investigateurs. Donc, cette mission InSight avait comme objectif de déployer sur Mars une station géophysique complète. L'objectif n'était pas stricto sensus la subsurface et la croûte. Je vais évidemment me focaliser sur les résultats qu'on a obtenus sur la subsurface et la croûte, mais l'objectif était vraiment d'étudier la structure interne de Mars jusqu'au noyau de la planète. Donc la sonde s'est posée en novembre, le 26 novembre 2018. Donc le capteur sismique et l'expérience de flux de chaleur que Pune a présenté rapidement ont été déployés au début de l'année 2019 et par la suite, donc nous avons fonctionné 4 années martiennes jusqu'à progressivement avoir de plus en plus de problèmes de puissance. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme vous le voyez sur cette image, quand on s'est posé, nos panneaux solaires étaient très très propres, propres de toute poussière. Et au fur et à mesure que le temps a passé, en fait, les poussières se sont déposées, ont recouvert les panneaux solaires. Et donc, à la fin, en fait, on avait presque plus de puissance. La puissance se comptait en une dizaine de watts pour faire fonctionner tout l'atterrisseur. Et les opérations se sont arrêtées le 15 décembre de cette année et la mission a été annoncée perdue par la NASA le 21 décembre de cette année. Voilà, donc ce que je vais vous montrer, c'est un premier bilan de ces 4 années. On avait également en fait des capteurs de pression et ça c'est important parce qu'on reviendra là-dessus. Les capteurs de pression ont pu aussi servir pour mesurer la compliance du sous-sol. Donc en plus du sismomètre. Alors, quel était l'objectif de cette mission? C'était en gros de déterminer la structure interne de la planète, donc avec tout ce qui a trait à la stratification de la croûte, mais aussi la structure du manteau, la taille du noyau, le flux de chaleur, l'activité sismique, etc., et le flux de météorites. Donc, je ne vais pas tout présenter et je vais un peu vous expliquer essentiellement comment le sismomètre a marché pour ce qui est de la croûte et de la subsurface. Alors, ce sismomètre, c'est 3 capteurs extrêmement sensibles. Pour donner les ordres de grandeur, on a une sensibilité autour d'1 seconde qui est de l'ordre de à peu près d'1 angstrom en déplacement, un peu moins même, quelque chose comme 0,1 angstrom. Et quand on est à haute fréquence, on a une sensibilité en termes de déplacement du sol qui est de l'ordre de 10 picomètres, donc à peu près 1 centième d'angstrom. Donc du coup, c'est des capteurs qui sont très sensibles, mais c'était quand même une expérience assez grosse. Donc on est un peu loin du kilogramme qui avait été évoqué tout à l'heure. Donc on avait 30 kilogrammes pour la manip complète avec les capteurs, le système de protection, les câbles électroniques, etc. Et donc ces capteurs, en fait, ont été protégés par un ensemble de protections thermiques et de protections éoliennes, en particulier pour empêcher que les forces du vent qui pousseraient le capteur, par exemple comme ceci, ne fassent basculer ce capteur et du coup faussent les mesures. Alors, quand on est sur Mars, on s'aperçoit que le bruit de l'instrument varie en fonction du temps. Alors ici, vous avez une image qui vous montre les statistiques de bruit. Alors, quelles sont les amplitudes dont on parle? Ici, vous avez les fréquences, c'est 10 Hz ici, puis là, c'est 50 secondes de période. Et ici, vous avez les vitesses de déplacement du sol en mètres carrés par seconde carré par Hertz, donc c'est des puissances.
ou si vous préférez, quand on est à moins de 100, ça veut dire qu'on a une vitesse du sol qui est de 1 angstrom par seconde. Donc vous avez ici en fait le bruit de l'instrument et vous avez ici le bruit sur Terre. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a la plupart du temps un bruit qui est largement inférieur au bruit terrestre, en particulier la nuit, entre 18h et 21h, où on va flirter avec un bruit en déplacement qui est ici de l'ordre de 1 angstrom par seconde et par racine de Hertz vers 1 seconde. Et par contre, le jour, le bruit augmente comme ceci, et il est directement lié à l'activité du vent, malgré le fait qu'on soit, comment dire, qu'on soit protégé par un bouclier éolien. Cette sensibilité au vent, on la retrouve par exemple sur cette image, où cette fois-ci, vous avez pour chaque petite ligne que l'on n'identifie pas visuellement, mais ici vous avez en fait plus de 1000 jours d'observation, avec l'amplitude, encore une fois, qui est représentée ici. Donc quand c'est violet foncé, ça veut dire qu'on a 10 moins 10, hein, donc cette fois-ci en accélération, mètres secondes carrés par racine de Hertz. Et donc, vous voyez que la nuit, c'est très calme, sauf l'automne et l'hiver, où on a de l'activité, en gros, pour faire simple, où il fait mauvais temps, comme sur Terre. Mais par contre, la journée, en fait, ça bouge beaucoup. Alors, bouge beaucoup chez nous, ça veut dire quelque chose comme 0,1 micron par seconde carrée d'accélération du sol. Donc, tout ça, c'est relatif. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde ce bruit-là, on voit qu'il est tout à fait corrélé avec le vent, ce qui a permis à plusieurs chercheurs de l'équipe de montrer qu'effectivement, on avait une comodulation de l'amplitude avec le vent. Et à plus haute fréquence, on a des choses un peu amusantes, bon, qui n'ont pas amusé tout le monde, mais qui sont amusantes, c'est que on détecte aussi les vibrations en fait du lander. Et donc le lander, par exemple, dans le vent, va se mettre à vibrer comme ceci, à 1,6 Hz, c'est un des exemples. Et ces vibrations-là, on les détecte par le capteur, non seulement parce que le lander va appuyer sur le sol, donc ça, c'est des travaux que Naomi Murdoch avait développés avant le lancement, mais aussi parce que le lander fait bouger un petit peu le câble du capteur, et donc ça se retrouve dans les données. Alors, en termes d'observation, on a commencé à étudier la structure du sous-sol avec le couplage de l'atmosphère. Et donc, vous avez ici typiquement ce qu'on a utilisé. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle des pressure drops, des petites pressions, des petites tornades, qui, au centre, génèrent une dépression qui peut être assez importante, qui peut aller jusqu'à quelques pascals. Et c'est des objets qui sont d'une assez grande taille, finalement, qui peuvent être de plusieurs dizaines de mètres pour la partie centrale. Et donc, cette dépression va aspirer le sol. Et suivant la rigidité du sol, on va avoir un déplacement vertical ou alors un déplacement horizontal sous forme de tilt, dont l'amplitude dépend directement de la rigidité. Donc, c'est toute la théorie de la compliance. Ces pressure drops, vous les avez ici. C'est sur des spectrogrammes des données, c'est toutes ces barres verticales là que l'on voit quand en fait on a du bruit durant la journée. Et on en a détecté quand même beaucoup. Vous avez sur cette figure le nombre de pressure drop en fait pour une dizaine de journées. Vous voyez que ça peut monter jusqu'à plusieurs dizaines par jour de pressure drop. Donc, c'est vraiment des signaux qui sont très, très courants. On en a répertorié presque 10 000 pendant toute la mission. On les voit de temps en temps depuis l'orbite, parce qu'ils décapent le sol. Et donc, en utilisant tout ça, on a pu déterminer comme ceci, en inversant en fait ces signaux, on a pu déterminer la structure du sol jusqu'à
une petite cinquantaine de mètres, avec en particulier une très grande transition entre les premiers mètres qui sont de très très faible rigidité et puis une sorte de sol plus consolidé, pas vraiment un bedrock, vers comment dire, quelques mètres de profondeur qui par la suite a une évolution qui correspond à peu près à ce qu'on peut imaginer pour de la compression en fait du sol avec une grande porosité. Alors, pour aller plus loin, donc plus profond, il faut utiliser des signaux sismiques, et ces signaux sismiques viennent évidemment des séismes martiens. On en a détecté à peu près 1300 pendant cette mission, un peu plus, 1360, avec une centaine qui ont des amplitudes fortes à basse fréquence. Et donc, il y en a une vingtaine, même une peut-être trentaine, si on est un peu moins, comment dire, exigeant, qui montrent, comment dire, des formes d'ondes de bonne qualité qui ont pu être utilisées pour l'inversion. Donc, ça nous a permis évidemment de faire de la sismologie comparée. Ça vous montre ici un petit peu un résumé. Ça, c'est la façon dont un séisme se propage sur Terre. Ici, vous avez le temps, 2000 secondes, vous avez les amplitudes. Ça, c'est la façon dont un séisme se propage sur la Lune, donc avec une coda qui est liée à la diffusion des ondes, la diffraction des ondes beaucoup plus longue. Et sur Mars, on a certains séismes qui ressemblent un peu à ceux sur Terre, et puis d'autres séismes qui ressemblent un petit peu, comment dire, à ceux de la Lune. Autrement dit, on est un petit peu dans les deux cas. Alors, en sismologie, on utilise les amplitudes et on utilise les temps d'arrivée. Et aujourd'hui, donc, on a une collection de temps d'arrivée que vous avez ici. Donc, les couleurs continues représentent nos modèles. Et puis, tous ces petits points, c'est des événements qui nous ont permis de mesurer ces temps d'arrivée à une certaine distance épicentrale. Donc, on a des impacts qui sont assez proches jusqu'à des impacts qui sont très loin. Et donc, on a des événements qui vont jusqu'à 150 degrés de distance épicentrale, hein, donc c'est-à-dire presque, comment dire, les antipodes, pas tout à fait, mais presque les antipodes. Et vous avez ici cette collection de données. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on a pu faire? Je vais parler beaucoup, comment dire, de la croûte maintenant, mais avant cela, très rapidement, donc on a aussi étudié la structure du manteau, donc on a déterminé les vitesses sismiques dans le manteau. On a trouvé que le noyau était liquide. On s'y attendait, mais on l'a confirmé avec des ondes sismiques. On a déterminé la profondeur de la base de la partie solide du manteau, qui est vers 1830 km de rayon. Et si on suppose que tout en dessous, je veux dire, et comment dire, liquide, eh bien, on arrive à la conclusion que la densité moyenne de tout ce qui se trouve en dessous, donc on peut appeler le noyau, a une densité moyenne de 6 à plus ou moins 0,3 grammes par centimètre cube. Et puis, on a aussi indirectement mesuré le flux de chaleur à partir de la structure du manteau, qui est de l'ordre de 20 à 25. Et une chose assez extraordinaire, on a trouvé qu'il y a une partie de Mars qui est assez active, qui s'appelle Cerberus, où on a de la sismicité régionale, a priori associée à du volcanisme profond, ce qu'on appelle des dikes. Mais pour ce qui est de la croûte, donc on a utilisé ces séismes qui, lorsque les ondes remontent vers la surface, vont se convertir à chaque fois que les ondes voient une discontinuité. Et donc, on peut utiliser ces conversions avec des techniques que les sismologues appellent les fonctions récepteurs. Et ça nous a permis de voir pas mal de choses. Donc, ça nous a d'abord permis de voir qu'on a 10 km de croûte supérieure qui sont de très grande porosité, avec des vitesses sismiques qui sont très, très faibles. On a des vitesses sismiques d'ondes de cisaillement qui sont inférieures à 2 km par seconde, de l'ordre plutôt de 1,5, et même dans la partie très superficielle, dans le premier kilomètre, on a des vitesses sismiques qui sont inférieures à 1 km par seconde. Donc ça trahit une grande porosité et a priori une altération passée qui est assez significative. Alors évidemment, il n'y a pas d'eau sur Mars,
et on est à l'équateur, et donc on est dans une croûte qui est très très sèche, où même s'il y a eu de la glace dans le passé, cette glace est sublimée, donc on a des matériaux où la porosité en fait est vide, et tout simplement remplie de CO2. Sous cette croûte supérieure de 10 km, hein, on a une croûte inférieure qui va jusqu'à à peu près 40 km. Et ces modèles ont été confirmés à la fois par des mesures d'autocorrélation et puis donc des mesures de fonction récepteur. L'année dernière a été une année très intéressante aussi pour la croûte. Pourquoi? Parce que jusqu'avant, on n'avait pas de séisme qui ait généré des ondes de surface. On a eu 3 événements qui ont généré des ondes de surface importantes. 2 gros impacts qui ont eu lieu, le premier le jour 1000 après l'atterrissage, et puis le second, c'était le jour de Noël de 2021. Mais surtout, on a comment dire, aussi eu une magnitude de 4,7 qui a généré de très belles ondes de surface qui se sont propagées au voisinage de la dichotomie. Et donc, évidemment, ces ondes de surface, comme le nom l'indique, hein, elles se propagent à la surface d'une planète, et donc elles nous renseignent sur la structure de la croûte, mais cette fois-ci non plus juste sous l'atterrisseur, mais comment dire, moyennée entre l'épicentre et la station. Et pour ce qui est du séisme 1222, on a eu évidemment les ondes de surface qui se propagent comme ceci, en se propageant, ça c'est un impact, se propageant de l'impact jusqu'à la station, mais on peut aussi avoir des ondes de surface qui vont faire un tour et qui vont arriver de l'autre côté, ce qu'on appelle les ondes R2. Alors, ces ondes de surface, pour le séisme 1222, ont aussi mis en évidence qu'on avait dans la croûte une anisotropie apparente assez forte. Ici, vous avez les enregistrements avec la P, la S, c'est la composante verticale, ça c'est la composante radiale et c'est la composante transverse. Donc, on a une belle P, une belle S, un train d'ondes de surface qui arrive ici. Sur la composante radiale, on a aussi ce train d'ondes de surface qui est les ondes de Rayleigh, mais sur la composante transverse, on a les ondes, comment dire, de Love. Et quand on regarde ces ondes de Love, en fait, on s'aperçoit qu'elles arrivent beaucoup plus vite que ce que les ondes de Rayleigh laisseraient à penser. C'est-à-dire que normalement, on doit avoir à peu près 10% de différence de temps d'arrivée, mais ici, on a quelque chose d'un peu plus important. Alors, pourquoi c'est plus important? C'est un effet d'anisotropie. Donc, l'anisotropie, dans un premier temps, a été mesurée. Donc, c'est un papier fait par Caroline Béguin de UCLA. Donc, a été mesurée en supposant que la croûte était homogène. Mais maintenant, on se dirige plutôt sur l'idée que cette anisotropie n'est pas réelle. C'est une anisotropie apparente qui est liée à une succession de couches, avec typiquement des couches de basalte surplombant des couches sédimentaires. En gros, les ondes toroïdales qui oscillent horizontalement ont plus de facilité, si vous voulez, à se propager que des ondes de Rayleigh où la composante de cisaillement est plutôt verticale. Et donc, elle va interagir entre des couches de haute rigidité puis faible rigidité. Voilà, donc ça nous permet, vous voyez, d'avoir des informations, cette fois-ci, sur la structure géologique de la croûte. Alors ça nous a permis, du coup, de documenter la structure de la croûte à plusieurs endroits. Donc aujourd'hui, on a des informations sous le site d'atterrissage que vous avez ici. On a des informations sur le train R1, sur le train R2. On a des informations de ces 2 impacts avec des ondes de surface. Et puis on a aussi des informations au point rebond de certains séismes. Et ça, c'est quelque chose qui illustre le fait que pour ce séisme 1222, on a une épaisseur de la croûte moyenne qui est différente pour le train R2, c'est-à-dire celui-ci, que pour le train R1, c'est-à-dire celui-là, et ce qui suggère qu'on a des variations latérales importantes. Alors, pour terminer sur la subsurface, on a aussi fait un petit peu d'analyse de subsurface avec des impacts, donc des impacts qui vont
générer une explosion de surface, et cette explosion de surface, ça va se propager sous forme sismique dans le sol, mais aussi sous forme d'infrasons à la surface. Et ces infrasons vont de nouveau, par des effets de compliance, faire vibrer le sol. Et donc, nous, on détecte ces vibrations du sol. Vous avez ici un de ces signaux qui va être sonifié, que vous pourrez entendre. Donc, je ne sais pas si vous l'entendez. Oui, c'est bon, oui. Voilà, et donc vous avez entendu d'une part le séisme, et puis après des blops comme ceci. Ces blops, en fait, c'est des infrasons. Alors, ces infrasons, eh bien, la réponse du capteur sismique, en fait, va dépendre de la structure. Et donc, ça, c'est un postdoc, Zongbo Xu, qui est dans mon équipe, qui a pu inverser comme ceci les modèles de sol, hein, et qui a montré que on doit avoir, voyez, des vitesses sismiques relativement basses dans les 40 premiers mètres, hein, avec des vitesses S qui sont de l'ordre de 240-230 mètres par seconde, pour avoir des amplitudes de signaux, comment dire, sismiques, qui correspondent à ce que vous avez sur cette figure-là. Voilà, donc ça nous a permis de quantifier un peu plus. Donc pour conclure, évidemment, une mission comme ça, c'est un grand succès d'équipe, hein. Bon, ça a été beaucoup de travail. On a pu donc découvrir la structure interne de Mars jusqu'au noyau. On a fait pas mal de travaux finalement sur la subsurface, beaucoup plus que ce qu'on pensait, je pense. Et ces travaux montrent qu'on a une zone très très poreuse dans les 10 premiers kilomètres. Ça va avoir des conséquences, je pense, assez importantes pour comprendre quels étaient les potentiels d'habitabilité passés du sous-sol martien. Et vous avez toutes les informations sur le site web de l'expérience. Voilà, merci. Merci beaucoup, Philippe. On pourrait écouter ça toute la journée. C'est tellement fascinant de voir tout.